La fausse croisade. Monseigneur de Mortimer, je vais avoir grande nécessité de chevaliers vaillants et preux, tels que vous l'êtes, pour entrer dans ma croisade, déclara Charles de Valois. Vous m'allez juger bien orgueilleux de dire ma croisade, alors qu'en vérité c'est celle de notre Seigneur Dieu, mais je dois bien avouer, et tout un chacun me le reconnaît, que si cette grande entreprise, la plus vaste et la plus glorieuse qui puisse requérir les nations chrétiennes, vient à se faire, c'est parce que je l'aurai de mes propres mains montée. Ainsi, monseigneur de Mortimer, je vous le propose tout droit, avec ma franche nature, que vous apprendrez à connaître. Voulez-vous être des miens? Roger Mortimer se redressa sur son siège, son visage se referma un peu et ses paupières s'abaissèrent à demi sur ses yeux couleur de pierre. Était-ce une bannière de 20 cuirasses qu'on lui offrait de commander, comme à un petit châtelain de province ou à un soldat d'aventure échoué là par l'infortune du sort? Une aumône, cette proposition. C'était la première fois que Mortimer était reçu par le comte de Valois, lequel, jusqu'à présent, avait toujours été pris par ses tâches au conseil, retenu par les réceptions d'ambassadeurs étrangers ou en déplacement à travers le royaume. Mortimer voyait enfin l'homme qui gouvernait la France et qui venait ce jour même d'introniser un de ses protégés, Jean de Cherchemont, comme nouveau chancelier. Mortimer était dans la situation enviable certes pour un ancien prisonnier à vie, mais pénible pour un grand seigneur, de l'exilé qui vient demander, n'a rien à offrir et qui attend tout. L'entrevue avait lieu à l'hôtel du roi de Sicile que Charles de Valois avait reçu de son premier beau-père, Charles de Naples le Boiteux, en présent de noces. Dans la grande salle réservée aux audiences, une douzaine de personnes, écuyers, courtisans, secrétaires, s'entretenaient à voix basse par petits groupes, en tournant fréquemment leur regard vers le maître, qui recevait ainsi qu'un vrai souverain, sur une sorte de trône surmonté d'un dais. Monseigneur de Valois était vêtu d'une grande robe de maison en velours bleu brodée de V et de fleurs de lys, ouverte sur le devant, et qui laissait voir la doublure de fourrure. Ses mains étaient chargées de bagues. Il portait son sceau privé gravé dans une pierre précieuse pendue à la ceinture par une chaînette d'or, et il avait pour coiffure une sorte de bonnet de velours maintenu par un cercle d'or ciselé, une couronne d'appartement. Il était entouré de son fils aîné, Philippe de Valois, un gaillard à grand nez, bien découplé, qui s'appuyait au dossier du trône, et de Robert d'Artois, son gendre, installé sur un tabouret et tendant vers le foyer ses grandes bottes de cuir rouge. « Monseigneur, dit Mortimer lentement, si l'aide d'un homme qui est le premier parmi les barons des Marches galloises, qui a gouverné le royaume d'Irlande et commandé en plusieurs batailles, peut vous être de quelque service, je vous apporterai volontiers cette aide pour la défense de la chrétienté, et mon sang vous est dès à présent acquis. » Valois comprit que le personnage était fier qui parlait de ses fiefs des Marches comme s'il les tenait encore. Un homme dont il faudrait ménager l'honneur si l'on voulait en tirer parti. « J'ai l'avantage, sire baron, répondit-il, de voir se ranger sous la bannière du roi de France, c'est-à-dire la mienne, puisqu'il est entendu dès à présent que mon neveu continuera de gouverner le royaume pendant que je commanderai la croisade, de voir, dis-je, se ranger les premiers princes souverains d'Europe. Mon parent Jean de Luxembourg, roi de Bohême, mon beau-frère Robert de Naples et Sicile, mon cousin Alphonse d'Espagne, en même temps que les républiques de Gênes et de Venise, qui, sur la demande du très Saint-Père, nous apporteront l'appui de leurs galères. Vous ne serez donc pas en mauvaise compagnie, et je tiendrai à ce que chacun respecte et honore en vous le haut seigneur que vous êtes. La France, dont vos ancêtres sont venus, verra à mieux reconnaître vos mérites que ne semble le faire l'Angleterre. » Mortimer inclina le front en silence. Cette assurance valait ce qu'elle valait. Il veillerait à ce qu'elle ne restât pas simplement de paroles. « Car voici 50 ans et plus, reprit monseigneur de Valois, qu'on ne fait rien de grand en Europe pour le service de Dieu. Depuis mon grand-père Saint-Louis, tout exactement, qui, s'il y gagna le ciel, y laissa la vie. Les infidèles, encouragés par notre absence, ont relevé la tête et se croient par tous les maîtres. Ils ravagent les côtes, pillent les bateaux, entravent le commerce et, par leur seule présence, profanent les lieux saints. Nous, qu'avons-nous fait? Nous nous sommes d'année en année repliés sur toutes nos possessions, de tous nos établissements. Nous avons abandonné les forteresses que nous avions construites, négligé de défendre les droits sacrés que nous nous étions acquis. Ces temps sont révolus. Au début de l'année, les députés de la petite Arménie sont venus nous demander secours contre les Turcs.
Je rends grâce à mon neveu, le roi Charles IV, d'avoir compris tout l'intérêt de leur démarche et d'avoir appuyé la suite que j'y ai donnée, au point qu'à présent, il s'en arroge même l'idée première. Mais enfin, il est bon qu'il y croie. Ainsi, avant peu, et nos forces rassemblées, nous allons partir attaquer en terre lointaine les barbaresques. Robert d'Artois, qui entendait ce discours pour la 100e fois, opinait de la tête d'un air pénétré tout en s'amusant secrètement de l'ardeur que montrait son beau-père à exposer les belles causes. Car Robert connaissait les dessous du jeu. Il savait qu'on avait effectivement projet de courir aux Turcs, mais en bousculant aussi un peu les chrétiens sur le passage. Car l'empereur Andronique Paléologue, qui régnait à Byzance, n'était pas le tenant de Mahomet, qu'on sache. Sans doute son église n'était pas tout à fait la bonne, et l'on y faisait le signe de croix à l'envers, mais c'était tout de même le signe de croix. Or, Monseigneur de Valois poursuivait toujours l'idée de reconstituer à son profit le fameux empire de Constantinople, étendu non seulement sur les territoires byzantins, mais sur Chypre, sur Rhodes, sur l'Arménie, sur tous les anciens royaumes courtenais et lusiniens. Et quand il arriverait là-bas, le comte Charles, avec toutes ses bannières, Andronique Paléologue, à ce qu'on pouvait savoir, ne pèserait pas lourd. Monseigneur de Valois roulait dans sa tête des rêves de César. À remarquer d'ailleurs qu'il usait assez bien d'une manœuvre qui consistait à toujours demander le plus afin d'obtenir un peu. Ainsi, il avait essayé d'échanger son commandement de la croisade et ses prétentions au trône de Constantinople contre le petit royaume d'Arles sur le Rhône, à condition qu'on y adjoignît le Viennois. La négociation, entamée au début de l'année avec Jean de Luxembourg, avait échoué par l'opposition du duc de Savoie et par celle surtout du roi de Naples, lequel ne tenait nullement à voir son turbulent parent se constituer un royaume indépendant au bord de ses possessions de Provence. Alors, Monseigneur de Valois s'était remis avec plus d'entrain à la Sainte Expédition. Il était dit que cette couronne souveraine, qui lui avait échappé en Espagne, en Allemagne, en Arles même, il lui faudrait aller la chercher à l'autre bout de la terre. « Certes, tous les empêchements ne sont pas encore surmontés, » poursuivit Monseigneur de Valois. « Nous sommes encore en argument avec le Saint-Père sur le nombre de chevaliers et sur les soldes à leur donner. Nous voulons 8000 chevaliers et 30 000 hommes à pied, et que chaque baron reçoive 20 sols le jour, chaque chevalier 10. 7 sous et 6 deniers pour les écuyers, 2 sous aux hommes de pied. Le pape Jean veut me faire étrécir mon armée à 4000 chevaliers et 15 000 hommes de pied-taille. Il me promet toutefois 12 galères armées. Il nous a autorisé la dîme, mais il rechigne aux 1200 000 livres par an, que nous lui demandons pendant 5 ans que durera la croisade, et surtout aux 400 000 livres nécessaires au roi de France pour les frais accessoires. Dont 300 000 déjà réservés au bon Charles de Valois lui-même, pensait Robert d'Artois. À ce prix-là, on peut bien commander une croisade. J'aurais mauvaise grâce à chicaner puisqu'une part doit m'en revenir. Ah, si j'eusse été à Lyon, à la place de mon défunt neveu Philippe lors du dernier conclave, s'écria Valois, j'aurais sans médire de notre très saint père choisi un cardinal qui comprit plus clairement l'intérêt de la chrétienté et qui se fit moins tirer la manche. Surtout depuis que nous avons pendu son neveu à Montfaucon ce dernier mois de mai, observa Robert d'Artois. Mortimer se tourna sur son siège et regarda Robert d'Artois, surpris, en disant « Un neveu du pape ? Quel neveu ?»« Comment, mon cousin ? Vous ne savez pas !» dit Robert d'Artois en profitant de l'occasion pour se lever, car il avait du mal à rester longtemps immobile, et il alla repousser de sa botte les bûches qui brûlaient dans l'âtre. Mortimer avait déjà cessé pour lui d'être « mon lord » et il était devenu « mon cousin », à cause d'une lointaine parenté qu'il s'était découverte par les Fiennes. Avant peu, il serait Roger, sans plus d'histoire. « Eh non, au fait ! Comment l'auriez-vous su ?» reprit Robert. « Vous étiez en geôle par la grâce de votre ami Édouard. Il s'agit d'un baron gascon, Jourdain de Lille, auquel le Saint-Père avait donné une sienne nièce en mariage, et qui commit quelques minces méfaits, à savoir volerie, homicide, forcer d'âme, dépuceler pucelles, et un peu de bougrerie sur les jouvenceaux par surcroît. Il entretenait autour de lui voleurs, meurtriers et autres gens de mauvaise merdaille qui dépouillaient pour son compte clercs et laïcs. Comme le pape le protégeait, on lui fit grâce de ses peccadilles, sous la promesse qu'il s'amenderait. Le Jourdain ne sut mieux faire pour prouver sa pénitence que de se saisir d'un sergent royal qui venait lui délivrer une sommation et de le faire empaler. Ah ! Sur quoi ?
sur le bâton à fleur de lys que le sergent portait. Robert d'Artois eut un grand rire qui trahissait son naturel penchant pour la canaille. On ne savait à vrai dire quel était le plus grand crime, d'avoir oxy un officier du roi ou d'avoir enduit les fleurs de lys de la crotte d'un sergent. Le sire Jourdain fut pendu au gibet de Montfaucon, où vous pourrez le voir encore si l'aventure vous passez par là. Les corbeaux lui ont laissé peu de chair, depuis nous sommes en fraîcheur avec Avignon. Et Robert se remit à rire, la gueule en l'air, les pouces dans sa ceinture. Et sa joie était si sincère que Roger Mortimer lui-même se mit à rire par contagion. Et Valois riait aussi, et son fils Philippe. Cela les rendit plus amis de rire ensemble. Mortimer se sentit soudain admis dans le groupe Valois et se détendit un peu. Il regardait avec sympathie le visage de Monseigneur Charles, un visage large, haut en couleur, d'homme qui mangeait trop et que le pouvoir privait de prendre assez d'exercice. Mortimer n'avait pas revu Valois depuis de rapides rencontres, une fois en Angleterre d'abord, pour les fêtes du mariage de la reine Isabelle, et puis une seconde fois, en 1313, en accompagnant les souverains anglais à Paris pour le premier hommage. Et tout cela qui semblait hier était déjà bien loin. 10 ans. Monseigneur de Valois, un homme encore jeune à l'époque, était devenu ce personnage massif, imposant. Allons, il ne fallait pas perdre le temps de vivre, ni négliger l'occasion de l'aventure. Cette croisade, après tout, commençait de plaire à Roger Mortimer. « Et quand donc, monseigneur, vos nefs lèveront-elles l'ancre » demanda-t-il. « Dans 18 mois, je pense, » répondit Valois. « Je vais renvoyer en Avignon une 3e ambassade pour arrêter définitivement la fourniture des subsides, les bulles d'indulgence et l'ordre de combat. Et ce sera belle chevauchée, monseigneur de Mortimer, où il faudra vaillance, et où les pharaons auront à montrer autre chose que ce qu'ils font en joute, dit Philippe de Valois, qui n'avait pas parlé jusque-là et dont le visage se colora un peu. Le fils aîné de Charles de Valois imaginait déjà les voiles gonflées des galères, les débarquements sur les côtes lointaines, les bannières, les cuirasses, le choc des lourds chevaux de France chargeant les infidèles, le croissant piétiné sous le fer des montures, les filles mauresques capturées dans le fond des palais, les belles esclaves nues arrivant enchaînées. Et sur ces grasses gaupes, rien n'empêcherait Philippe de Valois d'assouvir ses désirs. Ses grandes narines déjà s'élargissaient. Car Jeanne la Boiteuse, son épouse, dont la jalousie éclatait en scènes furieuses dès qu'il regardait la poitrine d'une autre femme, resterait en France. Ah, elle n'était pas de caractère aisé, la sœur de Marguerite de Bourgogne. Or, il se peut qu'on aime sa femme et qu'en même temps une force de nature vous pousse à en désirer d'autres. Il faudrait au moins une croisade pour que le grand Philippe osât tromper la Boiteuse. Mortimer se redressa un peu et tira sur sa cotte noire. Il voulait revenir au sujet qui lui importait et qui n'était pas la croisade. « Monseigneur, dit-il à Charles de Valois, vous pouvez me tenir comme marchand dans vos rangs, mais je venais aussi quêter de vous. » Le mot était dit. L'ancien grand juge d'Irlande l'avait prononcé, cette parole sans laquelle aucun solliciteur ne récolte rien, sans laquelle aucun homme puissant n'accorde son appui. Quêter, demander, prier. Il n'était point besoin d'ailleurs qu'il en prononçât davantage. « Je sais, répondit Charles de Valois. Mon gendre Robert m'a mis au fait. Vous souhaitez que j'intrigue pour votre cause auprès du roi Édouard. Or donc, mon très loyal ami... » D'un seul coup, parce qu'il avait quêté, il était devenu un ami. « Or donc, je ne le ferai pas, parce que cela ne servirait de rien. Sinon à m'attirer quelque nouvel outrage. Savez-vous la réponse que votre roi Édouard m'a fait tenir par le comte de Bouville? Oui, vous la savez, bien sûr. Alors que la dispense pour le mariage était déjà demandée au Saint-Père. Quelle figure, me donne-t-il? Vais-je aller maintenant lui demander qu'on vous restitue vos terres, vous rétablisse dans vos titres, et qu'il chasse ces honteux Despenser? Et que par là même il rende à la reine Isabelle « Ma pauvre nièce !» s'écria Valois. « Je sais, loyal ami, je sais tout. Croyez-vous que je puisse, ou que le roi de France puisse faire changer le roi Édouard à la fois de mœurs et de ministre? Vous ne devez pas ignorer toutefois que lorsqu'il a envoyé l'évêque de Rochester pour réclamer votre livraison, nous avons refusé. Nous avons refusé de seulement recevoir l'évêque. Premier affront que je rends à Édouard en échange du sien. Nous sommes liés, vous et moi, monseigneur de Mortimer, par les outrages qui nous ont été infligés. Et si l'occasion nous vient, à l'un ou à l'autre, de nous venger, je vous fais foi, cher sire,
que nous nous vengerons ensemble. » Mortimer, sans en rien montrer, sentit le désespoir l'envahir. L'entretien dont Robert d'Artois lui avait promis miracle. « Mon beau-père Charles peut tout. S'il vous prend en amitié, et il ne manquera pas de le faire, vous êtes sûr de triompher. » L'entretien semblait achevé. Et qu'en résultait-il? Du vent. La promesse d'un vague commandement dans 18 mois au pays des Turcs. Roger Mortimer songeait déjà à quitter Paris, à se rendre auprès du pape. Et si de ce côté-là il n'obtenait rien, alors il irait trouver l'empereur d'Allemagne. Ah, elles étaient amères les déceptions de l'exil. Son oncle de Schirk les lui avait prédites. Ce fut alors que Robert d'Artois, dans le silence gêné qui s'était fait, dit « Cette occasion de la vengeance dont vous parlez, Charles, pourquoi ne la ferions-nous pas naître ?» Il était le seul à la cour qui appelait le comte de Valois par son prénom, n'ayant pas changé d'habitude depuis le temps où il n'était que cousin. Et puis sa taille, sa force, sa truculence lui donnaient des droits qui n'étaient qu'à lui. « Robert a raison, » dit Philippe de Valois. « On pourrait par exemple inviter le roi Édouard à la croisade, et là… » Un geste imprécis acheva sa pensée. Il était imaginatif, décidément, le grand Philippe. Il voyait le passage d'un guet, ou mieux encore une rencontre en plein désert avec un parti d'infidèles. On laissait Édouard s'engager à la charge, puis on l'abandonnait froidement aux mains des Turcs. Voilà une belle vengeance. « Jamais !» s'écria Charles de Valois. « Jamais Édouard ne joindra ses bannières aux miennes. D'abord peut-on même parler de lui comme d'un roi chrétien. Ce sont les morts qui ont de pareilles mœurs. » En dépit de cette indignation, Mortimer fut saisi d'inquiétude. Il savait trop ce que valent les paroles des princes et comment les ennemis de la veille peuvent se réconcilier le lendemain, même faussement, quand ils y ont intérêt. S'il prenait envie à monseigneur de Valois pour grossir sa croisade, d'y convier Édouard, et si Édouard feignait d'accepter. « Quand bien même le feriez-vous, monseigneur, dit Mortimer. Il y a peu de chances que le roi Édouard réponde à votre invite. Il aime les jeux du corps, mais déteste les armes. Et ce n'est point lui, je vous l'assure, qui m'a vaincu à Shrewsbury. Édouard prétextera, et avec juste raison, les dangers que lui font courir les Écossais. « Mais j'en veux bien, moi, des Écossais dans ma croisade, dit Valois. Robert d'Artois frappa ses énormes poings l'un contre l'autre à petits coups. La croisade lui était totalement indifférente, et même, à vrai dire, il n'en avait aucune envie. D'abord, il vomissait en mer. Sur terre, tout ce qu'on voulait, mais rien sur l'eau. Un nourrisson y était plus fort que lui. Et puis, il songeait avant tout à la reprise de son comté d'Artois, et une course de 5 ans au bout du monde ne ferait guère progresser ses affaires. Le trône de Constantinople n'était pas dans son héritage, et il ne lui plaisait en rien de se retrouver un jour commandant quelque île pelée dans des eaux perdues. Il n'avait pas d'intérêt non plus au commerce des épices, ni le besoin d'aller enlever des femmes aux Turcs. Paris regorgeait de houris à 50 sols et de bourgeoises qui coûtaient encore moins. Et Madame de Beaumont, sa compagne, fille de monseigneur de Valois ici présent, fermait les yeux sur toutes ces incartades. Donc cette croisade, il importait surtout à Robert d'en reculer le plus possible l'échéance, tout en feignant de l'encourager. Il ne travaillait qu'à la retarder. Il avait son idée en tête, et ce n'était pas pour rien qu'il avait conduit Roger Mortimer à son beau-père. « Je me demande, Charles, dit-il, s'il serait bien sage de laisser longtemps le royaume de France dépourvu d'hommes, privé de sa noblesse et de votre commandement, à la merci d'un roi d'Angleterre qui montre assez qu'il ne vous veut pas de bien. Les châteaux seront pourvus, Robert, et nous y laisserons des garnisons à suffisance, répondit Valois. Mais sans noblesse, sans la plupart des chevaliers, et sans vous, je le répète, qui est notre grand homme de guerre, qui défendra le royaume en notre absence? Le connétable, bientôt sur ses 75 ans, et dont ces miracles qu'il se soutienne encore en selle? Notre roi Charles? Si Édouard, comme nous le dit Lord Mortimer, se plaît peu aux batailles, notre gentil cousin s'y entend encore moins. Au reste, à quoi s'entend-il sinon paraître frais et souriant devant son peuple? Ce serait folie d'offrir le champ aux mauvaisetés d'Édouard sans l'avoir auparavant affaibli d'une défaite. Alors, aidons les Écossais, proposa Philippe de Valois. Débarquons sur leur côte et soutenons leur lutte. Pour ma part, j'y suis prêt. Robert d'Artois baissa le nez pour ne point montrer ce qu'il pensait. Ah, on en verrait de belles si Philippe prenait le commandement d'une équipée en Écosse. L'héritier des Valois avait fait la preuve de ses aptitudes en Italie.
où on l'avait envoyé soutenir le légat du pape contre les Visconti de Milan. Arrivé fièrement avec ses bannières, Philippe s'était si bien laissé manœuvrer et rouler en farine par Galeazzo Visconti qu'il avait tout cédé en croyant tout gagner et s'en était retourné sans même avoir livré la plus petite bataille. Roger Mortimer, pour sa part, parut quelque peu blessé par la suggestion de Philippe de Valois. Car s'il était l'adversaire du roi Édouard, l'Angleterre tout de même était sa patrie. Pour l'instant, dit-il, les Écossais se tiennent assez en paix et semblent décidés à respecter le traité qu'ils nous ont imposé l'autre année. Et puis l'Écosse, renchérit Robert. Il faut passer la mer. Réservons donc nos nerfs pour la croisade. Mais nous avons peut-être meilleur terrain pour défier ce bougre d'Édouard. Il n'a pas rendu hommage pour l'Aquitaine. Si nous le forcions à venir défendre ses droits en France, dans son duché, et qu'à cette occasion nous allions l'écraser, d'abord, nous serions tous vengés, et par surcroît, il se tiendrait au calme pendant notre absence. Valois tournait ses bagues et réfléchissait. Une fois de plus, Robert se révélait un conseiller avisé. L'idée était vague encore, que ce dernier venait d'émettre, mais déjà Valois en apercevait tous les développements. D'abord, l'Aquitaine ne se présentait pas à lui comme une terre inconnue. Il y avait fait campagne, sa première grande campagne, victorieuse, en 1294. « Ce serait à coup sûr, dit-il, un bon entraînement pour notre chevalerie qui n'a point vraiment guerroyé depuis longtemps, et un motif aussi pour éprouver cette artillerie à poudre dont les Italiens commencent à faire usage. Notre vieil ami Tholomyès s'offre à nous en fournir. Certes, le roi de France peut mettre le duché d'Aquitaine sous sa main pour défaut dommage. » Il resta pensif un instant. « Mais il ne s'en suivra pas forcément combat d'armée, conclut-il. On négociera, comme de coutume. Ce deviendra affaire de parlement et d'ambassade, et puis, en rechignant, l'hommage sera rendu. Oh, ce n'est pas une bonne cause. » Robert d'Artois se rassit, les coudes sur les genoux et les poings sous le menton. « Ah, on peut découvrir, dit-il, un plus efficace prétexte que le défaut d'hommage. Ce n'est pas à vous, cousin Mortimer, que je vais apprendre toutes les difficultés, chicanes et batailles qui sont nées de l'Aquitaine depuis que la duchesse Aliénor, ayant décoré de très fortes ramures le front de son premier époux, notre roi Louis VII s'en fut par son second mariage porter son corps folâtre ainsi que son duché à votre roi Henri II d'Angleterre. Ni je ne vais non plus vous enseigner le traité par lequel le roi Saint-Louis, qui s'était mis en tête d'ordonner toutes choses avec équité, voulut mettre un terme à 100 ans de guerre. Mais l'équité ne vaut rien au règlement entre les royaumes. Le traité de 1259 n'était qu'un gros nid en embrouille. Une chatte n'y aurait pas retrouvé ses petits. Le sénéchal de Joinville lui-même, le grand-oncle de votre épouse, cousin Mortimer, et qu'on savait si dévoué au Saint-Roi, lui avait déconseillé de jamais le signer. Non, reconnaissons-le tout franc, ce traité-là était une sottise. Depuis la mort de Saint-Louis, ce ne sont que disputes, discussions, traités conclus, traités reniés, hommages rendus, mais avec des réserves, audiences des parlements, plaignants déboutés, plaignants condamnés, révoltes dans le terroir et nouvelles audiences de justice. Mais quand vous-même, Charles, demanda Robert, se tournant vers Valois, avez été envoyé par votre frère Philippe le Bel en Aquitaine, où vous avez remis l'ordre de si belle façon? Quel fut le motif donné à votre départ? Une grosse émeute qu'il y eut à Bayonne, où matelots de France et d'Angleterre en vinrent aux mains et où le sang coula. Eh bien, s'écria Robert, il nous faut inventer l'occasion d'une nouvelle émeute de Bayonne. Il faut agir en quelques lieux pour que les gens des deux rois se cognent assez fort et se tuent un peu. Et le lieu pour cela, je crois bien que je le connais. Il pointa son énorme index vers ses interlocuteurs et enchaîna. Dans le traité de Paris, confirmé par la paix de l'an 1303, revu à Périgueux en l'an 1311, il a toujours été réservé le cas de certaines seigneuries qu'on appelle privilégiées et qui, bien que situées en terre d'Aquitaine, demeurent sous l'allégeance directe du roi de France. Or, ces seigneuries elles-mêmes ont en Aquitaine des dépendances vassales, et jamais il ne fut tranché du cas des dépendances, pour savoir si elles relevaient directement du roi de France ou bien du duc d'Aquitaine. Ah, vous voyez? Je vois, dit monseigneur de Valois. Son fils Philippe ne voyait pas. Il ouvrait de grands yeux bleus, et son incompréhension était si visible que son père lui expliqua.
Mais si, mon fils, imagine que je t'accorde, comme si c'était fief, tout cet hôtel. Mais je m'y réserve franc usage et disposition de cette salle où nous sommes. Or, de cette salle dépend le cabinet de passage que commande cette porte. Qui de nous a juridiction sur le cabinet de passage et doit pourvoir au mobilier et au nettoyage? Hein? Le tout, ajouta Valois en revenant à Robert, est de trouver une dépendance assez importante pour que l'action qu'on y engagea oblige Édouard à soutenir l'épreuve. Vous avez, répondit le géant, une dépendance bien désignée, qui est la terre de Saint-Sardos, laquelle est afférente au prieuré de Sarlat, dans le diocèse de Périgueux. La situation fut déjà débattue lorsque Philippe le Bel conclut avec le prieur de Sarlat un traité de pariage qui faisait le roi de France co-seigneur de cette seigneurie. Édouard Ier en avait appelé alors au Parlement de Paris, mais rien ne fut tranché. Que sur la dépendance de Saint-Sardos, le roi de France, co-seigneur de Sarlat, place une garnison et entreprenne la construction d'une forteresse un peu menaçante. Que va faire alors le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine? Il va donner ordre à son sénéchal de s'y opposer et d'y envoyer garnison. À la première rencontre entre deux soldats, au premier officier du roi qu'on maltraite, ou seulement qu'on insulte, Robert ouvrit les mains comme si la conclusion s'offrait d'elle-même. Et Monseigneur de Valois, dans ses velours bleus brodés d'or, se leva de son trône. Il se voyait déjà en selle à la tête des bannières. Il repartait pour cette Guyenne où déjà 30 ans plus tôt, il avait fait triompher les armes du roi de France. « J'admire en vérité, mon frère, s'écria Philippe de Valois, qu'un si bon chevalier comme vous l'êtes soit instruit des procédures autant qu'un clerc. Bah, mon frère, je n'ai pas grand mérite. Ce n'est pas par goût que j'ai été amené à m'enquérir de toutes les coutumes de France et à arrêt de parlement. C'est pour mon procès d'Artois, et puisque jusqu'à ce jour, cela ne m'a point servi, qu'au moins cela serve à mes amis, acheva Robert d'Artois en s'inclinant devant Roger Mortimer, comme si la vaste machination projetée n'avait d'autre motif ni d'autre but que de complaire aux réfugiés. « Votre venue nous est d'une grande aide, sire baron, renchérit Charles de Valois, car nos causes sont liées, et nous ne manquerons pas de vous demander vos conseils, très étroitement en toute cette entreprise. Que Dieu veuille nous protéger. Il se peut qu'avant longtemps nous marchions ensemble vers l'Aquitaine. » Mortimer se sentait dérouté, dépassé. Il n'avait rien fait, rien dit, rien suggéré. Sa seule présence avait été l'occasion pour les autres de concrétiser leurs aspirations secrètes. Et maintenant, on le requérait pour une guerre contre son propre pays, sans qu'aucun choix lui fût laissé. Ainsi, et si Dieu le voulait, les Français allaient faire la guerre en France, au sujet français du roi d'Angleterre, avec la participation d'un grand seigneur anglais, et en usant des subsides consentis par le pape pour délivrer l'Arménie des Turcs. Attente. La fin de l'automne s'écoula, et tout l'hiver, et le printemps encore, et le début de l'été. Lord Mortimer vit les 4 saisons passer sur Paris, la boue s'amasser dans les rues étroites, puis la neige blanchir les prés de Saint-Germain, puis les bourgeons s'ouvrir aux arbres des berges de Seine, et le soleil briller sur la tour carrée du Louvre, sur la ronde tour de Nesle, sur la flèche aiguë de la Sainte-Chapelle. Un émigré attend. C'est son rôle, et presque croirait-on sa fonction. Il attend que le mauvais sort passe. Il attend que les gens dans le pays où il a pris refuge aient fini de régler leurs propres affaires. Passés les moments de l'arrivée où ses revers suscitent la curiosité, où chacun veut s'emparer de lui comme d'un animal de montre, sa présence bientôt devient lassante. Il semble toujours porteur d'un reproche muet. Mais on ne saurait s'occuper de lui à chaque instant. Il est le demandeur, il peut bien patienter après tout. Donc, Roger Mortimer attendait, comme il avait attendu 2 mois en Picardie chez son cousin Jean de Fienne, que la cour de France fût rentrée à Paris, comme il avait attendu que Monseigneur de Valois trouvât parmi toutes ses tâches l'heure de le recevoir. Il attendait maintenant une guerre de Guyenne qui seule pouvait changer son destin. Oh, Monseigneur de Valois n'avait pas lanterné à donner les ordres. Les officiers du roi de France, ainsi que Robert, l'avaient conseillé, avaient bien entrepris à Saint-Sardos sur les dépendances litigieuses de la seigneurie de Sarlat les fondations d'une forteresse. Mais une forteresse ne s'élève pas en un jour, ni même en 3 mois, et les gens du roi d'Angleterre n'avaient pas paru, du moins au début, s'émouvoir outre mesure.
aucun incident ne s'était encore produit. Roger Mortimer profitait de ses loisirs pour parcourir cette capitale qu'il n'avait qu'entrevue au cours d'un bref voyage et pour découvrir le grand peuple de France qu'il connaissait bien mal. Quelle nation puissante, nombreuse, et combien différente de l'Angleterre. On se croyait semblables de part et d'autre de la mer, parce que dans les deux pays les noblesses étaient de même souche. Mais que de disparités à considérer les choses de plus près. Toute la population du royaume d'Angleterre, avec ses 2 millions d'âmes, n'atteignait pas le 10e du total des sujets du roi de France. C'était à près de 22 millions qu'il fallait évaluer le nombre des Français. Paris, à soi seul, comptait 300 000 âmes, quand Londres n'en avait que 40 000. Et quel grouillement dans ces rues, quelle activité de négoce et d'industrie, quelle dépense. Il suffisait pour s'en convaincre de se promener sur le pont au change ou le long du quai des Orfèvres et d'écouter bruiter dans le fond des boutiques tous les petits marteaux à battre l'or, de traverser, en se pinçant un peu le nez, le quartier de la Grande Boucherie derrière le Châtelet, où travaillaient les tripiers et les écorcheurs, de suivre la rue Saint-Denis où se tenaient les merciers, d'aller tâter les étoffes sous les grandes halles aux drapiers, dans la rue des Lombards, plus silencieuse, et que maintenant Lord Mortimer connaissait bien, se traitaient les grandes affaires. Près de 350 corporations et maîtrises réglaient la vie de tous ces métiers. Chacun avait ses lois, ses coutumes, ses fêtes, et il n'était pratiquement pas de jour de l'année où, après messe entendue et discussion en parloir, un grand banquet n'unit maîtres et compagnons, tantôt les chapeliers, tantôt les fabricants de cierges, tantôt les tanneurs. Sur la montagne Sainte-Geneviève, tout un peuple de clercs, de docteurs en bonnet disputait en latin, et les échos de leurs controverses sur l'apologétique ou les principes d'Aristote allaient ensemencer d'autres débats dans la chrétienté entière. Les grands barons, les grands prélats et beaucoup de rois étrangers avaient en ville une demeure où ils tenaient une sorte de cour. La noblesse hantait les rues de la cité, la galerie mercière du palais royal, les abords des hôtels de Valois, de Navarre, d'Artois, de Bourgogne, de Savoie. Chacun de ces hôtels était comme le siège d'une représentation permanente des grands fiefs. Les intérêts de chaque province s'y concentraient, et la ville croissait sans cesse, poussant ses faubourgs sur les jardins et les champs, hors des murs d'enceinte de Philippe Auguste, qui commençaient à disparaître noyés dans les constructions nouvelles. Si l'on poussait un peu hors de Paris, on voyait que les campagnes étaient prospères. De simples porchers, des bouviers possédaient fréquemment une vigne ou un champ en propre. Les femmes employées aux travaux de la terre ou à d'autres métiers ne travaillaient jamais le samedi après-midi, qui pourtant leur était payé. D'ailleurs, en tout lieu, on quittait le travail le samedi au 3e coup de vêpres. Les fêtes religieuses, nombreuses, étaient chômées, tout comme les fêtes de corporation. Et pourtant, ces gens-là se plaignaient. Or, quels étaient leurs principaux sujets de doléance? Les tailles, les impôts, assurément, comme en tout temps et en tout pays, mais le fait aussi qu'ils eussent toujours au-dessus d'eux quelqu'un dont ils dépendaient. Ils avaient le sentiment de ne jamais vraiment disposer d'eux-mêmes, ni des fruits de leurs efforts. Ils demeuraient en France, malgré les ordonnances de Philippe V, insuffisamment suivis, beaucoup plus de serfs, proportionnellement, qu'en Angleterre, où la plupart des paysans étaient des hommes libres, tenus d'ailleurs de s'équiper pour l'armée, et qui pouvaient faire entendre leur voix aux assemblées royales. Cela faisait mieux comprendre que le peuple d'Angleterre eût exigé des chartes de ses souverains. En revanche, la noblesse de France n'était point divisée comme celle d'Angleterre. Il s'y trouvait bien des ennemis jurés pour question d'intérêts particuliers, tels Robert d'Artois et sa tante Mao. Il s'y formait des clans, des coteries, mais toute cette noblesse reprenait cohésion lorsqu'il s'agissait de ses intérêts généraux ou de la défense du royaume. L'idée de nation y était plus précise et plus forte. La seule vraie similitude, en ce temps-là qui existait entre les deux pays, tenait à la personne même de leur roi. À Londres comme à Paris, les couronnes étaient échues à des hommes faibles, ignorant ce souci véritable de la chose publique, sans lequel un prince n'est prince que de nom. Mortimer avait été présenté au roi de France et l'avait revu à plusieurs reprises. Il n'avait pu se former une bien haute opinion de cet homme de 29 ans, que ses seigneurs appelaient Charles le Bel, et son peuple Charles le Biot, mais qui, sous sa noble apparence, n'avait pas 2 onces de cervelle. « Avez-vous trouvé un logis convenable, messire de Mortimer? Votre épouse est-elle avec vous? Ah, comme vous devez en être privé! Combien d'enfants vous a-t-elle donné ?» C'étaient là à peu près toutes les paroles que le roi avait adressées à l'exilé, et chaque fois il lui redemandait « Votre épouse est-elle avec vous?
Combien d'enfants en avez-vous eu » Ayant entre deux entrevues oublié la réponse. Ses préoccupations semblaient être seulement d'ordre domestique et conjugal. Son triste mariage avec Blanche de Bourgogne, dont il gardait blessure, avait été dissous par une annulation où lui-même n'était pas apparu sous le meilleur jour. On l'avait aussitôt remarié à Marie de Luxembourg, jeune sœur du roi de Bohême, avec lequel Monseigneur de Valois, justement dans ce moment-là, voulait s'entendre au sujet du royaume d'Arles. Et voici qu'à présent Marie de Luxembourg était enceinte, et Charles le Bel l'entourait d'attentions un peu sottes. L'incompétence du roi n'empêchait pas que la France s'occupât des affaires du monde entier. Le conseil gouvernait au nom du roi, et Monseigneur de Valois au nom du conseil. On donnait des avis à la papauté, plusieurs chevaucheurs qui touchaient 8 livres et quelques deniers par voyage, un vrai patrimoine, avaient pour unique service d'acheminer le courrier vers Avignon. Et d'autres ainsi vers Naples, vers l'Aragon, vers l'Allemagne, car on veillait beaucoup aux questions d'Allemagne, où Charles de Valois et son compère Jean de Luxembourg s'étaient entendus pour faire excommunier l'empereur Louis de Bavière, de telle sorte que la couronne du Saint-Empire pût être offerte à qui donc ? Mais à Monseigneur de Valois lui-même, qui s'entêtait en son vieux rêve. Chaque fois que le siège du Saint-Empire se trouvait vacant, Monseigneur de Valois se portait candidat. De quel prestige accru bénéficierait la croisade si son chef se trouvait élu empereur ? Mais il ne fallait pas négliger pour autant de surveiller la Flandre, cette Flandre qui causait de permanents soucis à la couronne, selon que les populations s'y révoltaient contre leur comte, parce que celui-ci se montrait fidèle au roi de France, ou bien que le comte lui-même se révoltait contre le roi pour satisfaire ses populations. Et puis enfin, on s'occupait de l'Angleterre, et Roger Mortimer était appelé chez Valois chaque fois qu'une question se posait à ce sujet. Mortimer avait loué logis près de l'hôtel de Robert d'Artois, dans la rue Saint-Germain-des-Prés et devant l'hôtel de Navarre. Gérard de Holspey, qui le suivait depuis son évasion de la tour, commandait sa maison où le barbier Ogle tenait office de valet de chambre et qui se grossissait petit à petit de réfugiés obligés à l'exil, eux aussi par la haine des Despenser. En particulier était arrivé John Maltravers, seigneur anglais du parti de Mortimer et descendant comme lui d'un compagnon du conquérant. Ce Maltravers avait la face longue et sombre, les cheveux pendants, les dents immenses. Il ressemblait à son cheval. Il n'était pas très agréable compagnon et faisait sursauter les gens par des rires saccadés, hennissants, dont on cherchait en vain les motifs. Mais dans l'exil, on ne choisit pas ses amis. L'infortune commune vous les impose. Par Maltravers, Mortimer apprit que sa femme avait été transférée au château de Skipton, dans le comté d'York, avec pour tout de suite une dame, un écuyer, une blanchisseuse, un valet et un page, et qu'elle recevait 13 shillings et 4 deniers par semaine pour son entretien et celui de ses gens, presque la prison. Quant à la reine Isabelle, son sort devenait de jour en jour plus pénible. Les Despenser la pillaient, la dépouillaient, l'humiliaient avec une patiente perfection dans la cruauté. « Il ne me reste plus en propre que la vie, faisait-elle dire à Mortimer, et je crains fort qu'on ne s'apprête à me l'ôter. Hâtez mon frère à ma défense. » Mais le roi de France, « Votre épouse est-elle auprès de vous? Avez-vous des fils ?» s'en remettait aux avis de Monseigneur de Valois, qui lui-même remettait tout au résultat de ses actions d'Aquitaine. Et si d'ici là les Despenser assassinaient la reine? « Ils n'oseront pas, » répondait Valois. Mortimer avait glané d'autres nouvelles chez le banquier Tholomei qui lui faisait passer son courrier outre-Manche. Les Lombards avaient un meilleur réseau de postes que la cour, et leurs voyageurs étaient plus habiles à dissimuler les messages. Ainsi, la correspondance entre Mortimer et l'évêque Halton était à peu près régulière. L'évêque avait payé cher d'avoir monté l'évasion de Mortimer, mais il était courageux et tenait tête au roi. Premier prélat d'Angleterre, jamais traduit devant une juridiction laïque, il avait refusé de répondre à ses accusateurs, appuyé d'ailleurs par tous les archevêques du royaume qui voyaient leurs privilèges menacés. Édouard avait poursuivi le procès, fait condamner Halton et ordonné la confiscation de ses biens. Édouard venait également d'écrire au pape pour demander la dépossession de l'évêque, comme rebelle. Il était important que Monseigneur de Valois agît auprès de Jean XXII pour empêcher une telle mesure dont le résultat eût été de porter la tête d'Halton sur le billot. Pour Henri Torscoll, la situation était confuse. Édouard l'avait fait en mars comte de Lancastre, lui rendant les titres et les biens de son frère décapité, dont le grand château de Kenilworth.
Puis, tout aussitôt, pour avoir eu connaissance d'une lettre d'encouragement et d'amitié adressée à Arleton, Édouard avait accusé Torscoll de haute trahison. Ptolémée, à chaque visite que Mortimer lui rendait, ne manquait pas de dire à l'exilé « Puisque vous voyez souvent Monseigneur de Valois et d'Artois, et que vous êtes bien leur ami, rappelez-leur, je vous prie, ces bouches à poudre qu'on a expérimentées en Italie et qui serviront beaucoup au siège des villes. Mon neveu à Sienne et les Bardi à Florence peuvent s'occuper de les fournir. Ce sont pièces d'artillerie plus faciles à mettre en place que les grosses catapultes à balancier et qui font plus de dégâts. Monseigneur de Valois devrait bien en équiper sa croisade. » Les femmes, dans le début, s'étaient assez intéressées à Mortimer, à cet étranger au beau torse tout vêtu de noir, austère, et qui mordillait la cicatrice blanche qu'il avait à la lèvre. Elle lui avait fait raconter 20 fois son évasion. Tandis qu'il parlait, de belles poitrines se soulevaient sous les transparentes gorgières de lin. Sa voix, qui était grave, presque rauque, avec un accent inattendu sur certains mots, touchait les cœurs oisifs. Robert d'Artois, à bien des reprises, avait voulu pousser le baron anglais dans ses bras, qui ne demandaient qu'à s'ouvrir, comme il s'était offert à lui procurer quelques folieuses, par paire ou par tiercet, pour le distraire de ses soucis. Mais Mortimer n'avait cédé à aucune tentation, au point qu'on se demandait d'où lui venait cette rare vertu et s'il ne partageait pas les mœurs de son roi. On ne pouvait imaginer la vérité, à savoir que cet homme, le même qui avait parié son salut sur la mort d'un corbeau, avait misé son retour en fortune sur sa chasteté. Il s'était fait la promesse de ne pas toucher femme avant d'avoir retrouvé et la terre d'Angleterre, et ses titres, et sa puissance. Un vœu de chevalier, tel qu'aurait pu le prononcer un Lancelot, un Amadis, un compagnon du roi Arthur. Mais Roger Mortimer devait s'avouer après tant de mois qu'il avait choisi son vœu un peu légèrement, et ceci contribuait à lui assombrir l'humeur. Enfin, de satisfaisantes nouvelles arrivèrent d'Aquitaine. Le sénéchal du roi d'Angleterre, messire Basset, homme d'autant plus sourcilleux que son nom prêtait à rire, commença de s'inquiéter de la forteresse qui s'élevait à Saint-Sardos. Il évite une usurpation des droits de son maître et une insulte à sa propre personne. Ayant réuni quelques troupes, il entra dans Saint-Sardos à l'improviste, mit la bourgade au pillage, appréhenda les officiers chargés de surveiller les travaux et les pendit au poteau fleur-de-lys qui signalait la suzeraineté du roi de France. Messire Ralph Basset n'était point seul dans cette expédition. Plusieurs seigneurs de la région lui avaient prêté la main. Robert d'Artois, le jour qu'il en fut informé, alla quérir aussitôt Mortimer et l'entraîna chez Charles de Valois. Il débordait de joie et de fierté, monseigneur d'Artois. Il riait plus fort que de coutume et donnait à ses familiers d'amicales tapes qui les envoyaient rebondir contre les murs. Enfin, l'on tenait l'occasion née de son inventive cervelle. L'affaire fut aussitôt évoquée au Conseil étroit. On fit les représentations d'usage et les coupables du sac de Saint-Sardos se virent assignés devant le Parlement de Toulouse. Allaient-ils se présenter, reconnaître leur tort, faire soumission? On le craignait. Par chance, l'un d'entre eux, un seul, Raymond Bernard de Montpezat, refusa de se rendre à la convocation. Il n'en fallait pas davantage. On rendit un jugement par défaut, et Jean de Roy, qui avait succédé à Pierre-Hector de Galard comme grand maître des arbalétriers, fut envoyé en Guyane avec petite escorte afin de se saisir du sire de Montpezat, de ses biens, et de présider au démantèlement de son château. Or, ce fut le sire de Montpezat qui l'emporta. Il retint prisonnier Jean de Roy et exigea rançon pour le rendre. Le roi Édouard n'était pas pour rien dans cet incident, mais son cas s'aggravait par la force des choses, et Robert d'Artois exultait. Car un grand maître des arbalétriers n'est pas un homme qu'on séquestre sans qu'il s'ensuive des conséquences graves. De nouvelles représentations furent adressées au roi d'Angleterre, directement cette fois, et assorties d'une menace de confiscation du duché. Au début avril, Paris vit arriver le comte de Kent, demi-frère du roi Édouard, secondé de l'archevêque de Dublin. Il venait proposer à Charles IV, pour régler leurs différends, de renoncer tout simplement à l'hommage d'Édouard. Mortimer, qui rencontra Kent à cette occasion, leurs rapports restèrent courtois bien que la situation fût difficile, lui démontra l'inutilité totale de cette démarche. Le jeune comte de Kent en était d'ailleurs lui-même persuadé. Il s'acquittait de sa mission sans plaisir. Il repartit en emportant le refus du roi de France, transmis de méprisantes manières par Charles de Valois.
La guerre inventée par Robert d'Artois semblait sur le point d'éclater. Mais voici que dans le même temps, la nouvelle reine, Marie de Luxembourg, mourut brusquement à Issoudun, en accouchant avant terme d'un enfant qui n'était pas viable. On ne pouvait décemment déclarer la guerre pendant le deuil, d'autant que le roi Charles était vraiment très abattu et presque incapable de tenir conseil. Le sort le poursuivait décidément dans son destin d'époux. Trompé d'abord, ensuite veuf, il fallut que Valois, tout souci cessant, s'employât à découvrir une troisième épouse au roi, lequel s'inquiétait, devenait aigre et reprochait à chacun le manque d'héritiers où se trouvait le royaume. Lord Mortimer dut donc attendre qu'on ait réglé cette affaire. Monseigneur de Valois eût volontiers proposé une de ses dernières filles à marier, si les âges avaient pu s'assortir. Malheureusement, même l'aînée, celle qui avait été offerte naguère au prince héritier d'Angleterre, ne comptait pas 12 ans, et Charles le Bel n'était guère enclin à patienter. Restait une autre cousine germaine, fille celle-là de monseigneur Louis d'Évreux, défunt à présent, et nièce de Robert d'Artois. Cette Jeanne d'Évreux n'avait guère d'éclat, mais était bien faite, et surtout, elle avait l'âge requis pour être mère. Monseigneur de Valois, plutôt que d'engager de longues et difficiles tractations au-delà des frontières, encouragea toute la cour à pousser Charles vers cette union. 3 mois après la mort de Marie de Luxembourg, une nouvelle dispense était demandée au pape. Le mariage eut lieu le 5 juillet. 4 jours plus tôt, Charles avait décidé la confiscation de l'Aquitaine et du Ponthieu pour révolte et défaut d'hommage. Le pape Jean XXII, comme il le jugeait de sa mission chaque fois qu'éclatait un conflit entre deux souverains, écrivit au roi Édouard, l'engageant à venir prêter l'hommage pour qu'un des points du litige au moins fût apaisé. Mais l'armée de France était déjà sur pied et se rassemblait à Orléans, tandis qu'une flotte s'équipait dans les ports pour attaquer les côtes anglaises. Parallèlement, le roi d'Angleterre avait ordonné quelques levées d'hommes en Aquitaine, et messire Ralph Basset réunissait ses bannières. Le comte de Kent revenait en France, mais par l'océan cette fois, et pour exercer dans le duché la lieutenance que lui avait commise son demi-frère. Allait-on partir? Non, car il fallut encore que monseigneur de Valois courût à Bar-sur-Aube pour y conférer avec Léopold de Habsbourg au sujet de l'élection au Saint-Empire, et conclure un traité par lequel Habsbourg s'engageait à ne point être candidat, moyennant somme d'argent, pension et revenus dès à présent fixés, dans le cas où Valois serait élu empereur. Roger Mortimer attendait toujours. Enfin, le 1er août, par une chaleur écrasante où les chevaliers cuisaient comme en marmite sous leur cuirasse, Charles de Valois superbe, lourd, portant cimier à son casque et cotte brodée d'or par-dessus son armure, se fit élever en selle. Il avait à ses côtés son second fils, le comte d'Alençon, son neveu Philippe d'Évreux, nouveau beau-frère du roi, le connétable gaucher de Châtillon, Lord Mortimer de Wigmore, et enfin Robert d'Artois, qui, monté sur un cheval à sa taille, pouvait surveiller toute l'armée. Monseigneur de Valois partant pour cette campagne, sa seconde campagne de Guyenne, qu'il avait voulu, décider, fabriquer presque, était-il joyeux, heureux ou simplement satisfait? Nullement. Il était d'humeur morose, parce que Charles IV avait refusé de signer sa commission de lieutenant général du roi en Aquitaine. Si quelqu'un vraiment avait droit à ce titre, n'était-ce pas Charles de Valois? Et quel visage faisait-il, alors que le comte de Kent, ce damoiseau, ce nourrisson, avait reçu, lui, la lieutenance du roi Édouard? Le roi Charles le Bel, qui n'était capable de décider de rien, avait ainsi de brusques et bizarres obstinations à refuser ce qu'on lui demandait de plus évidemment nécessaire. Charles de Valois pestait ferme ce jour-là, et ne cachait pas à ses voisins la petite opinion dans laquelle il tenait son neveu et souverain. En vérité, ce niais couronné, cet oison, valait-il qu'on se donnât tant de peine à gouverner pour lui son royaume? Le vieux connétable gaucher de Châtillon, qui commandait théoriquement l'armée, puisque Valois n'avait pas de commission officielle, plissait ses paupières de tortue sous son aume de forme démodée. Il était un peu sourd, mais à 74 ans faisait encore bonne figure en selle. Lord Mortimer avait acheté ses armes chez Ptolémée. Sous l'aventail levé de son casque, on voyait briller ses yeux aux reflets durs, de la même couleur que l'acier neuf. Comme il marchait, par la faute de son roi contre son pays, il portait une cotte d'armes de velours noir, en signe de deuil. La date de ce départ, il ne l'oublierait pas. On était le 1er août 1324, fête de Saint-Pierre Esliens, et il y avait 1 an, jour pour jour, qu'il s'était évadé de la tour de Londres.
Les bouches à feu. L'alarme surprit le jeune comte Edmond de Kent allongé sur le dallage d'une chambre du château où il cherchait en vain quelque fraîcheur. Il s'était à demi dévêtu et gisait là, en chose de toile et torse nu, bras écartés, immobile, terrassé par l'été du Bordelais. Son lévrier favori haletait à côté de lui. Le chien fut le premier à entendre le tocsin. Il se dressa sur les pattes de devant, nez pointé, oreilles couchées et frémissantes. Le jeune comte de Kent sortit de sa somnolence, s'étira et comprit soudain que ce grand vacarme provenait de toutes les cloches de la Réole sonnées à la volée. En un instant, il fut debout, saisit sa chemise de légère batiste, qu'il avait jetée sur un siège, l'enfila en hâte. Déjà des pas se pressaient vers la porte. Messire Ralph Basset, le sénéchal, entra, suivi de quelques seigneurs locaux, le sire de Bergerac, les barons de Budos et de Mauvezin, et le sire de Montpezat, à propos de qui, du moins le croyait-il, et pour s'en faire gloire, cette guerre était née. Le sénéchal Basset était vraiment très petit. Le jeune comte de Kent s'en trouvait surpris chaque fois qu'il le voyait apparaître. Avec cela rond comme une futaille, et toujours au bord d'une colère qui lui faisait enfler le cou et saillir les yeux. Le lévrier n'aimait pas le sénéchal et grondait dès qu'il le voyait. « Est-ce l'incendie ou bien les Français, messire sénéchal ?» demanda le comte de Kent. « Les Français ! Les Français, monseigneur !» s'écria le sénéchal presque choqué de la question. « Venez donc ! On les aperçoit déjà !» Le comte de Kent se pencha vers un miroir d'étain pour remettre en ordre ses rouleaux blonds sur les oreilles et suivit le sénéchal. En chemise blanche, ouverte sur la poitrine et qui blousait autour de la ceinture, sans éperon à ses bottes, tête nue parmi les barons vêtus de mailles de fer, il donnait une étrange impression d'intrépidité et de grâce, de manque de sérieux aussi. L'intense vacarme des cloches le surprit à la sortie du donjon et le grand soleil d'août l'éblouit. Le lévrier se mit à hurler. On monta jusqu'au sommet de la Thomas, la grosse tour ronde construite par Richard Cœur de Lion. Que n'avait-il pas bâti cet ancêtre-là? L'enceinte de la tour de Londres, Château Gaillard en Normandie, la forteresse de la Réole. La Garonne, large et miroitante, coulait au pied du coteau presque à pic, et son cours dessinait des méandres à travers la grande plaine fertile, où le regard se perdait jusqu'à la lointaine ligne bleue des monts de l'Agénois. « Je ne distingue rien, dit le comte de Kent, qui s'attendait à voir les avant-gardes françaises aux abords de la ville. « Mais si, monseigneur !» lui répondit-on en criant pour dominer le bruit du tocsin. « Le long de la rivière, en amont, vers Sainte-Bazelle !» En plissant les yeux et en mettant la main en visière, le comte de Kent finit par apercevoir un ruban scintillant qui doublait celui du fleuve. On lui dit que c'était le reflet du soleil sur les cuirasses et les caparaçons des chevaux. Et toujours ce fracas de cloches qui brisait l'air. Les sonneurs devaient avoir les bras rompus. Dans les rues de la ville, autour de l'hôtel communal surtout, la population s'agitait, fourmillante. Comme les hommes semblaient petits observés depuis les créneaux d'une citadelle. Des insectes. Sur tous les chemins qui aboutissaient à la ville se pressaient des paysans apeurés, qui tirant sa vache, qui poussant ses chèvres, qui aiguillonnant les bœufs de son attelage. On abandonnait les champs en courant, arriveraient bientôt les gens des bourgs environnants, leurs hardes sur le dos, ou entassés dans les chariots. Tout le monde se logerait comme il pourrait dans une ville déjà surpeuplée par la troupe et les chevaliers de Guyenne. « Nous ne commencerons vraiment à pouvoir compter les Français que dans 2 heures, et ils ne seront pas sous les murs avant la nuit, » dit le sénéchal. « Ah, c'est piètre saison pour faire la guerre, » dit avec humeur le sire de Bergerac, qui avait dû s'enfuir de Sainte-Foy-la-Grande quelques jours plus tôt, devant l'avance française. « Pourquoi donc n'est-ce pas la bonne saison ?» demanda le comte de Kent, en montrant le ciel pur de cette belle campagne qui s'étendait devant eux. Il faisait un peu chaud, certes, mais cela ne valait-il pas mieux que la pluie et la boue? S'ils avaient connu, comme ces gens d'Aquitaine, les guerres d'Écosse, ils se seraient bien gardés de se plaindre. « Parce qu'on est à un mois des vendanges, monseigneur, dit le sire de Montpezat, parce que les vilains vont gémir de voir fouler leurs récoltes et nous opposer leur mauvaise volonté. Le comte de Valois connaît bien ce qu'il fait. Déjà en 1294, il a agi de la sorte, ravageant tout pour lasser le pays le plus vite. » Le duc de Kent haussa les épaules. Le pays bordelais n'en était pas à quelques barriques près, et guerre ou pas guerre, on continuerait de boire du claret. Il circulait en haut de la Thomas une petite brise inattendue qui pénétrait dans la chemise ouverte du jeune prince et lui glissait agréablement sur la peau, comme le seul fait de vivre procurait parfois une sensation merveilleuse. Accoudé aux pierres tièdes du créneau, le comte de Kent se laissait aller à rêver. Il était à 23 ans lieutenant du roi pour tout un duché,
c'est-à-dire investi de toutes les prérogatives royales et figurant en sa personne le roi lui-même. Il était celui qui disait « je veux » et auquel on obéissait. Il pouvait ordonner « pendez ». Il ne songeait pas à le dire d'ailleurs, mais il pouvait le faire. Et puis surtout, il était loin de l'Angleterre, loin de la cour de Westminster, loin des lubies, des colères, des suspicions de son demi-frère Édouard II, loin des Despencer. Ici, il se trouvait enfin livré à lui-même, son seul maître, et maître de tout ce qui l'entourait. Une armée venait à sa rencontre qu'il allait charger et vaincre, il n'en doutait pas. Un astrologue lui avait annoncé qu'entre sa 24e et sa 26e année, il accomplirait ses plus hautes actions qui le mettraient fort en vue. Ses songes d'enfance devenaient brusquement réels. Une grande plaine, des cuirasses, une autorité souveraine. Non, vraiment, il ne s'était depuis sa naissance senti plus heureux d'exister. La tête lui tournait un peu, d'une griserie qui ne lui venait rien d'autre que de lui-même, et de cette brise qui passait contre sa poitrine, et de ce vaste horizon. « Vos ordres, monseigneur !» demanda Messire Basset qui commençait à s'impatienter. Le comte de Kent se retourna et regarda le petit sénéchal avec une nuance d'étonnement hautain. « Mes ordres, dit-il ? Mais faites sonner les buzines, messire sénéchal, et mettez votre monde à cheval. Nous allons nous porter en avant et charger. »« Mais avec quoi, monseigneur ? » ?»« Mais pardieu avec nos troupes, Basset. »« Monseigneur, nous avons ici à toute peine 200 armures, et il nous en vient plus de 1500 à l'encontre, aux chiffres que nous avons. N'est-il pas vrai, messire de Bergerac ?» Le sire Réginald de Pons de Bergerac approuva de la tête. Le courteau sénéchal avait le cou plus rouge et plus gonflé que de coutume. Vraiment, il était inquiet et près d'éclater devant tant d'inconséquente légèreté. « Et des renforts, nulle nouvelle ?» dit le comte de Kent. « Eh non, monseigneur, toujours rien. Le roi votre frère, pardonnez mon propos, nous laisse par trop choir. » Il y avait 4 semaines qu'on attendait ces fameux renforts d'Angleterre. Et le connétable de Bordeaux, qui lui avait des troupes, en prenait prétexte pour ne pas bouger, puisqu'il avait reçu l'ordre exprès du roi Édouard de se mettre en route aussitôt que les renforts arriveraient. Le jeune comte de Kent n'était pas aussi souverain qu'il y paraissait. Par suite de cette attente et de ce manque d'hommes, à se demander si les renforts annoncés étaient seulement embarqués, on avait permis à monseigneur de Valois de se promener à travers le pays, d'Agen à Marmande et de Bergerac à Duras, comme dans un parc de plaisance. Et maintenant que Valois était là, à portée du regard, avec son gros ruban d'acier, on ne pouvait toujours rien faire. « C'est aussi votre conseil, mon pesat ?» demanda le comte de Kent. « À regret, monseigneur. Oh, bien à regret, répondit le baron de Montpezat en mordant ses noires moustaches. « Et vous, Bergerac ?» questionna encore Kent. « J'en ai les larmes de rage, dit Pons de Bergerac avec l'accent bien chantant qu'avaient tous les seigneurs de la région. Edmond de Kent se dispensa d'interroger les barons de Budos et de Fargues de Mauvezin. Ceux-là ne parlaient ni le français ni l'anglais, mais seulement le gascon, et Kent ne comprenait rien à leurs palabres. Leur visage d'ailleurs fournissait suffisante réponse. « Alors faites fermer les portes, messire sénéchal, et installons-nous pour être assiégés. Et puis quand les renforts arriveront, ils prendront les Français à revers, et ce sera peut-être mieux ainsi, dit le comte de Kent pour se consoler. Il gratta du bout des doigts le front de son lévrier, puis se réaccouda aux pierres tièdes pour observer la vallée. Un vieil adage disait « Qui tient la Réole, tient la Guyenne ». On tiendrait le temps qu'il faudrait. Une avance trop aisée est presque aussi épuisante pour une troupe qu'une retraite. Faute de trouver devant soi une résistance qui permît de s'arrêter, fût-ce une journée, et de reprendre haleine, l'armée de France marchait sans relâche depuis plus de 3 semaines, depuis 25 jours exactement. Le grand hoste, bannière, armure, goujat, archer, chariot, forge, cuisine, et puis les marchands et les bordeliers à la suite, s'étiraient sur plus d'une lieue. Les chevaux blessaient au garrot, et il ne se passait pas de quart d'heure sans que l'un ne se déferrât. Beaucoup de chevaliers avaient dû renoncer à porter leurs cuirasses qui, la chaleur aidant, leur provoquaient plaies et furoncles aux jointures. La piétaille traînait ses lourds souliers cloutés. En plus, les belles prunes noires d'Agen, qui semblaient mûres sur les arbres, avaient purgé avec violence les soldats assoiffés et chapardeurs. On en voyait qui quittaient la colonne à tout instant pour aller baisser leurs chausses le long du chemin. Le connétable gaucher de Châtillon somnolait le plus qu'il pouvait à cheval. Près de 50 ans de métier des armes et 8 guerres ou campagnes lui en avaient donné l'entraînement. « Je vais dormir un petit », annonçait-il à ses 2 écuyers. Ceux-ci, réglant le pas de leur monture, venaient se placer de part et d'autre du connétable de façon à bien l'encadrer pour le cas où il aurait glissé de côté. Et le vieux chef, les reins appuyés au trousquin, ronflait dans son aume.
Robert d'Artois suait sans maigrir et répandait à 20 pas une odeur de fauve. Il avait fait amitié avec un des Anglais qui suivait Mortimer, ce long baron de Maltraverse, qui ressemblait à un cheval, et il lui avait même offert de marcher dans sa bannière parce que l'autre était fort joueur et toujours prêt aux haltes à manier le cornet de dés. Charles de Valois ne décolérait pas. Entouré de son fils d'Alençon, de son neveu d'Évreux, des deux maréchaux Mathieu de Trie et Jean de Barne, et de son cousin Alphonse d'Espagne, il s'emportait contre tout, contre le climat intolérable, contre la touffeur des nuits et la fournaise des jours, contre les mouches, contre la nourriture trop grasse. Le vin qu'on lui servait n'était qu'une piquette de manant. Pourtant, on était dans un pays de crus fameux. Où donc ces gens-là cachaient-ils leurs bonnes barriques? Les œufs avaient mauvais goût, le lait était aigre. Monseigneur de Valois se réveillait parfois avec des nausées, et depuis quelques jours il éprouvait dans la poitrine une douleur sournoise qui l'inquiétait. Et puis, la piétaille n'avançait pas. Non plus que les grosses bouches à poudre fournies par les Italiens et dont les patins de bois semblaient collés au chemin. Ah, si l'on avait pu faire la guerre seulement avec la chevalerie. « Il semble que je sois voué au soleil, » disait Valois. « Ma première campagne, quand j'avais 15 ans, je l'ai faite ainsi, mon cousin Alphonse, par une chaleur brûlante, dans votre Aragon pelé dont je fus un moment roi, contre votre grand-père. » Il s'adressait à Alphonse d'Espagne, héritier du trône d'Aragon, lui rappelant sans ménagement les luttes qui avaient divisé leur famille. Mais il pouvait se le permettre, car Alphonse était bien débonnaire, prêt à tout accepter pour contenter chacun, prêt à partir pour la croisade puisqu'on en avait prié, et à combattre les Anglais pour s'entraîner à la croisade. « Ah, la prise de Géronne !» continuait Valois. « Je m'en souviendrai toujours. Quel bouilloire ! Le cardinal de Cholet, n'ayant pas de couronne sous la main pour mon sacre, me coiffa de son chapeau. J'ai tout fait sous ce grand feutre rouge. Ouais, j'avais 15 ans. Mon noble père, le roi Philippe le Hardi, mourut à Perpignan des fièvres qu'il avait prises là-bas. » Il s'était assombri en parlant de son père. Il pensait que celui-ci était mort à 40 ans. Son frère aîné Philippe le Bel avait trépassé à 46 ans, et son demi-frère Louis d'Évreux à 43. Lui-même en avait maintenant 54 depuis mars. Il avait montré qu'il était le plus robuste de la famille, mais combien de temps encore la Providence lui accorderait-elle? Et la Campanie, et la Romagne, et la Toscane, d'autres pays où il fait chaud, poursuivit-il. Traverser toute l'Italie depuis Naples, en pleine saison de soleil, jusqu'à Sienne et Florence, pour en chasser les gibelins comme je l'ai fait il y a, laissez-moi compter, 1301, 23 ans. Ah. Et ici même en Guyane, dans l'année 94. C'était aussi l'été, toujours l'été. Dites-moi, Charles, il fera pire chaleur encore à la croisade, lança ironiquement Robert d'Artois. Vous nous voyez chevauchant contre le Soudan d'Égypte? Et là-bas, il paraît que la vigne est petite culture. On va lécher le sable. Oh, la croisade, répondit Valois avec une grande lassitude irritée. Sait-on même si elle partira, la croisade, avec toutes les traverses qu'on me met? Il est beau de vouer sa vie au service des royaumes et de l'Église, mais on finit par être las d'user toujours ses forces pour des ingrats. Les ingrats, c'était le pape Jean XXII, qui rechignait à accorder les subsides, comme si vraiment il avait voulu décourager l'expédition. C'était surtout le roi Charles IV qui non seulement différait toujours d'envoyer la commission de lieutenant à Charles de Valois, au point que cela en devenait offensant, mais en plus venait de profiter de l'éloignement de ce dernier pour se porter lui-même candidat à l'Empire. Et le pape, naturellement, avait accordé soutien officiel à cette candidature. Ainsi, toute la belle machination montée par Valois avec Léopold de Habsbourg s'écroulait. On le tenait pour niais, le sire Charles le Bel, et de fait il l'était, mais il s'entendait assez bien au coup fourré. Valois avait reçu la nouvelle le jour même, 25e d'août. Mauvaise Saint-Louis en vérité. Il était de si méchante humeur et si occupé à chasser les mouches de son visage qu'il en oubliait de regarder le paysage. Il ne vit l'aréole que lorsqu'on fut devant, à 4 ou 5 portées d'arbalète. L'aréole, bâtie sur un éperon rocheux et dominée elle-même par un cercle de vertes collines, surplombait la Garonne. Découpée sur le ciel pâlissant, serrée dans ses remparts de bonnes pierres ocre que dorait le soleil couchant, montrant ses clochers, les tours de son château, la haute charpente de son hôtel de ville aux clochetons ajourés, et tous ses toits de tuiles rouges pressés les uns contre les autres, elle ressemblait aux miniatures qui représentaient Jérusalem dans les livres d'heures. Une jolie ville, vraiment. En outre, sa position élevée en faisait une idéale place de guerre. Le comte de Kent n'était pas sot de l'avoir choisi pour s'y enfermer.
il ne serait pas facile d'enlever cette forteresse. L'armée s'était arrêtée, attendant les ordres. Mais Monseigneur de Valois n'en donnait pas, il boudait. Que le connétable, que les maréchaux prissent les décisions qui leur paraîtraient bonnes, lui, n'étant pas lieutenant du roi, ne se chargeait plus d'aucune responsabilité. « Venez, Alphonse, allons nous rafraîchir, dit-il au cousin d'Espagne. Le connétable tournait la tête dans son aume pour saisir ce que lui disaient ses chefs de bannière. Il envoya le comte de Boulogne en reconnaissance. Boulogne revint au bout d'une heure, ayant décrit le tour de la ville du côté des collines. Toutes les portes étaient closes, et la garnison ne donnait aucun signe de sortie. On décida donc de camper là, et les bannières s'installèrent un peu comme elles voulurent. Les vignes, qui lançaient leurs sarments entre les arbres et les hauts échalas, constituaient d'agréables abris en forme de tonnelles. L'armée était fourbue et s'endormit dans le clair crépuscule, avec l'apparition des premières étoiles. Le jeune comte de Kent ne put résister à la tentation de l'audace. Après une insomnieuse nuit dont il avait trompé l'attente en jouant au trémerel avec ses écuyers, il manda le sénéchal Basset, lui commanda de faire armer sa chevalerie et, avant l'aube, sans sonner trompe, sortit de la ville par une poterne basse. Les Français, ronflant dans les vignes, ne s'éveillèrent que lorsque le galop des chevaliers gascons fut sur eux. Ils dressèrent des têtes étonnées pour les rabaisser aussitôt et voir les sabots de la charge leur passer à ras du front. Edmond de Kent et ses compagnons s'en donnaient à plaisir parmi ces groupes d'hommes ensommeillés, taillant de l'épée, frappant de leurs masses d'armes, abattant les lourds fléaux plombés sur des jambes nues, des côtes que ne protégeaient ni mailles ni cuirasses. On entendait les os craquer et un chemin de hurlements s'ouvrait dans le camp français. Les tentes de quelques grands seigneurs s'écroulaient, mais bientôt une rude voix domina la mêlée qui criait « À moi, Châtillon !» Et la bannière du connétable, de gueule à 3 pales de verre au chef d'or, un dragon pour cimier, 2 lions d'or pour tenir, flotta dans le soleil levant. C'était le vieux gaucher qui, de son campement sagement établi en retrait, accourait à la rescousse avec ses vassaux. Les appels « Artois, en avant! À moi, à Valois !» répondirent à droite et à gauche. À demi équipés, certains à cheval, d'autres à pied, les chevaliers se ruaient à l'adversaire. Le camp était trop vaste, trop disséminé, et les chevaliers français trop nombreux pour que le comte de Kent pût poursuivre longtemps ses ravages. Déjà, les Gascons voyaient s'amorcer devant eux un mouvement de tenaille. Kent n'eut que le temps de faire tourner bride et de regagner au galop les portes de l'Aréole où il s'engouffra. Et puis, ayant adressé compliments à chacun, et son armure délacée, il s'en alla dormir, l'honneur sauf. La consternation régnait dans le camp français où l'on entendait gémir les blessés. Parmi les morts, dont le nombre s'élevait à près de 60, se trouvait Jean Desbarres, l'un des maréchaux, et le comte de Boulogne, commandant de l'avant-garde. On déplorait que ces 2 seigneurs, vaillants hommes de guerre, eussent rencontré une fin aussi soudaine et absurde, assommés à leur réveil. Mais la prouesse de Kent inspira le respect. Charles de Valois lui-même, qui la veille encore déclarait qu'il ne ferait qu'une bouchée de ce jeune homme, s'il le rencontrait en champ clos, prit un air pénétré, presque glorieux, pour dire « Eh, messire, il est mon neveu, ne le mettez point !» Et, oubliant du coup ses blessures d'amour-propre, ses malaises et le poids de la saison, il se mit, après que de somptueux honneurs funèbres eurent été rendus au maréchal Desbarres, à préparer le siège de la ville. Il y montra autant d'activité que de compétence, car, tout gros, vaniteux qu'il fût, il n'en était pas moins remarquable homme de guerre. Toutes les routes d'accès à l'Aréole furent coupées, la région surveillée par des postes disposés en profondeur. Des fossés, remblais et autres ouvrages de terre furent entrepris à petite distance des murs pour y mettre les archers à l'abri. On commença de construire aux endroits les plus propices des plateformes pour y installer les bouches à poudre. En même temps, on élevait des échafaudages destinés aux arbalétriers. Monseigneur de Valois était partout sur les chantiers, inspectant, ordonnant, poussant à l'œuvre. En retrait dans l'amphithéâtre des collines, les chevaliers avaient fait dresser les trèfles ronds au sommet desquels flottaient les bannières. La tente de Charles de Valois, placée de façon à dominer le camp et la cité assiégée, semblait un vrai château de toile brodée. Le 30 août, Valois reçut enfin sa commission tant attendue. Son humeur alors acheva de se transformer, et il parut ne plus faire doute que pour lui, la guerre fut comme déjà gagnée. 2 jours plus tard, Mathieu de Trie, le maréchal survivant, Pierre de Cunières et Alphonse d'Espagne, précédés de leur busine sonnante et de la bannière blanche des parlementaires, s'avancèrent jusqu'au pied des murs de l'Aréole. Pour faire sommation au comte de Kent,
d'ordre du puissant et haut seigneur Charles, comte de Valois, lieutenant du roi de France en Gascogne et Aquitaine, d'avoir à se rendre, et remettre en leurs mains tout le duché pour faute de foi et hommage non rendu. À quoi le sénéchal Basset, se hissant sur la pointe des pieds pour apparaître au créneau, répondit, d'ordre du haut et puissant seigneur Edmond, comte de Kent, lieutenant du roi d'Angleterre en Aquitaine et Gascogne, que la sommation était irrecevable, et que le comte ne quitterait la ville ni ne remettrait le duché, sauf à être délogé par la force. La déclaration de siège ayant été faite dans les règles, chacun retourna à ses tâches.